Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Donc, je suis assez content. Et donc, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici en Finlande. En fait, c'est 3 mois et demi, grosso modo, que je suis en Finlande, et à Oulu. Et donc, je travaille avec les collègues depuis des années. Et donc, il a été une très belle opportunité de passer du temps ici et de travailler avec tous mes collègues. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire est vous donner vous dire quelques mots en fait sur la 6G. Et, et pas seul, je ne peux pas vous parler de la 6G en général, c'est-à-dire toutes les possibles applications ou toutes les technologies. Je vais vous dire un petit peu ce que la 6G est ou pourrait être, et je ferai un focus sur ce que je fais, sur les technologies dont je m'occupe. Et la différence par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans les télécoms et ce qu'on pourrait avoir grâce à la 6G. Et donc je suis aussi assez content en fait d'avoir reçu cette chaire. Je travaille avec Nokia depuis des années, grâce aussi à des doctorants, à des bourses de thèse. Et donc, c'est la deuxième fois que la fondation Nokia soutient mon séjour en Finlande. Cette fois à Oulu, la première fois à Aalto, qui c'est pas trop loin d'ici. Et donc, grâce à cette visite, en fait, aussi les collaborations avec Nokia vont être très renforcées. Et Nokia joue en fait un rôle très important dans la 6G. Il porte en fait les projets les plus importants européens dans ce domaine. Et donc, je pense que c'est une très belle collaboration. Alors, donc, tout d'abord, je ferai aussi une présentation sur moi-même, mon université, le CNRS, etc., mais je vais aller très vite. Alors, tout d'abord, donc, je suis en fait chercheur CNRS depuis 2010. Et je travaille à Paris dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire des signaux et systèmes. Il s'agit d'une unité mixte de recherche où il y a le CNRS, il y a Centrale Supélec, qui est une grande école, et il y a l'université Paris-Saclay, qui est aujourd'hui une des universités les plus importantes dont en fait je vais vous parler. Et vous pouvez déjà voir ici que l'université Paris-Saclay est cette année numéro 12 dans le classement mondial des universités. Et je vais vous donner quelques informations de plus. Nous sommes la première université en Europe, la troisième si on considère aussi le Royaume-Uni, Cambridge et Oxford. Okay. Donc ça, pour l'instant, ça va pas ça va très bien pour l'université de Paris-Saclay. Okay. Alors, moi, en fait, je suis chercheur CNRS, peut-être vous connaissez le CNRS, mais le CNRS est le plus grand centre de recherche que nous avons en France. Et nous permet en fait de travailler sur n'importe en fait quel domaine de recherche. Nous n'avons pas de tâches d'enseignement, donc pour un chercheur, c'est une opportunité pas négligeable. Et donc, on a en fait pas mal de collègues qui souhaitent venir en France pour travailler au CNRS et avoir cette opportunité. Paris-Saclay, en fait, elle a été créée récemment et on a fait un investissement assez important afin que l'université puisse avoir une visibilité à l'international. Donc je pense qu'il y a des collègues qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Et si vous regardez, toutes les autres universités sont des universités aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc on est le seul pays où on a en fait une université si bien classée où on ne donne pas de cours en anglais. La plupart des cours sont en fait en français. Même si on a un nombre assez élevé en fait d'étudiants qui viennent en fait d'autres pays. Et si on fait un focus sur mon laboratoire de recherche qui se trouve en fait à Centrale Supélec, on a 3 départements. Donc on s'occupe surtout de systèmes de communication, je fais ça. Il y a d'autres collègues qui s'occupent du traitement du signal, de statistiques.
et il y a des collègues qui s'occupent en fait des systèmes de contrôle. À peu près, nous sommes une centaine de personnes, c'est-à-dire les permanents, et on a aussi un même nombre en fait, de doctorants et postdoctorants. Donc moi, je suis le responsable d'une équipe qui s'occupe en fait, qui travaille en fait sur des systèmes intelligents, c'est-à-dire tout ce qui est communication, où on essaye d'améliorer en fait ce qu'on appelle couche physique, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails. Et comme on disait en fait tout à l'heure, récemment j'ai été impliqué aussi dans l'ETSI, qui est en fait l'organisme qui s'occupe de la normalisation en Europe sur une partie de la 6G dont en fait je vous parlerai aujourd'hui. Donc dans mon équipe, on fait surtout de la théorie, on ne fait pas trop en fait tout ce qui est application ou tout en fait ce qui est activité expérimentale. On collabore surtout avec des collègues à l'international. Ça c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici à Oulu, parce que en fait les collègues à Oulu ont des plateformes qui sont assez puissantes. Et donc ça c'est aussi une opportunité pour moi pour travailler avec eux. Mais on a des collaborations avec beaucoup de partenaires d'entreprises et je vous donnerai quelques exemples des travaux qu'on a fait ensemble avec des entreprises. Aussi une vidéo qu'on a avec Orange pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec la technologie dont je vous parlerai aujourd'hui. Okay. Et actuellement je suis à Oulu, où on a en fait ce super projet qu'on appelle 6G Flagship. C'est un des premiers projets, peut-être le premier projet à grande échelle qu'on a créé. Et donc, c'est une vraie référence pour nous, pour tout ce qui est la 6G. Comme je vous disais, je travaille avec mes collègues il y a des années. Et donc, ça a été une très belle opportunité de passer du temps à Oulu et travailler avec l'équipe. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, en fait, il faut juste aller sur Google, 6G Flagship, et vous allez trouver toutes les informations, en fait. Okay. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la 6G et ensuite en fait sur mon activité de recherche avec des exemples juste pour vous faire comprendre les enjeux scientifiques. Mais en fait, sur la 6G, on travaille depuis quelques temps et avec des collègues, on s'est posé pas mal de questions. Donc ça, c'est un article, c'est pas trop scientifique, c'est un article où on donne une vision, c'est-à-dire ce que la 6G pourrait être, ce qu'on pourrait faire avec la 6G, et vous pouvez voir une liste de noms. On a pas mal en fait de collègues, grosso modo partout dans le monde. Et donc, ce qu'il faut comprendre est que la 6G est en fait une évolution de tout ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les systèmes de première génération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième aujourd'hui, et la sixième sera peut-être l'avenir. Alors, quelle est la différence entre ces générations et pourquoi on parle toujours en fait de deux générations? Alors, on commence avec la première génération, c'est-à-dire les années 80, où on était surtout intéressé à des appels téléphoniques. Donc, peut-être vous vous souvenez en fait des premiers téléphones portables, Donc, on pouvait juste faire en fait des appels téléphoniques ou peut-être des petits messages. Ça, c'était ce qu'on pouvait faire. Et c'était grosso modo analogique, assez analogique. Donc, on n'avait pas de système réellement numérique. Je reviendrai sur ça. Les années 90, on change un petit peu, on s'occupe surtout des systèmes, on fait de textos, si vous voulez, de messages, mais c'est aussi assez simple. C'est les années, vers les années 2000, en fait, avec la 3G, qu'on commence à voir photos, vidéos, ça commence réellement à booster. Et il nous faut beaucoup de données, c'est-à-dire qu'il nous faut réellement une nouvelle technologie assez puissante qui nous permette d'envoyer beaucoup de données. Donc envoyer un petit texto ou un appel téléphonique, c'est simple, mais commencer à envoyer des photos, des vidéos, ça commence à coûter beaucoup et il faut avoir des technologies beaucoup plus importantes. Avec la 4G, c'est réellement les vidéos, c'est-à-dire que tout le monde avec YouTube regarde des vidéos, etc.
Et donc ça, les choses sont devenues encore plus compliquées. Aussi le mobile streaming. Et avec la 6G ou avec la 6G, on commence réellement à parler de réalité virtuelle, des choses comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre est qu'on est passé de la première génération à la cinquième ou à la sixième génération. Et pourquoi? Parce qu'il nous fallait, on était intéressé à pouvoir transmettre beaucoup de données, beaucoup de données. Et avec la 6G, on s'est rendu compte, oui, d'accord, on peut transmettre beaucoup de données si on utilise des systèmes, des technologies assez compliquées, mais ces technologies coûtent cher, ces technologies consomment beaucoup de puissance, ces technologies ne sont pas forcément des technologies qui sont pensées ou optimisées pour être durables, et donc il faut réfléchir un petit peu à d'autres techniques. Je ne sais pas combien de fois vous rechargez votre téléphone mobile, mais cela vous donne une idée en fait de la puissance, de l'énergie qu'il vous faut pour faire fonctionner en fait ces téléphones mobiles. Okay? Alors aujourd'hui, je vous dirai un petit peu la 6G, mais qu'est-ce qu'on souhaite faire avec la 6G? Donc tout d'abord, c'est une technologie qui intègre beaucoup de choses, c'est-à-dire ce n'est pas juste un téléphone mobile qui parle avec notre téléphone mobile, mais on commence à avoir aussi des communications avec les satellites, des drones, donc des drones qui peuvent communiquer directement avec les terminaux mobiles, ou les terminaux mobiles qui peuvent communiquer directement avec les satellites. Et on commence en fait à parler de système truly immersive, donc c'est-à-dire que vous voulez aussi avoir de la réalité virtuelle et faire en sorte de voir l'autre personne de manière la plus physique possible. Et on est bien aussi intéressé à tout ce qui est sécurité. Je pense que vous avez pas mal d'informations sur votre téléphone mobile, hein, et donc il faut aussi vous faites aussi de online banking, des choses comme ça sur votre téléphone mobile. Donc il faut faire attention que toutes les données soient bien sécurisées. Et donc la 6G s'occupe aussi de faire en sorte que toutes les données, tous les échanges soient bien sécurisés. Okay? Donc il faut développer des technologies ad hoc. Et il y a des différences entre... Donc, qu'est-ce que c'est en fait la 6G? On l'appelle aussi IMT 2030, parce que c'est un peu ça l'horizon temporel, c'est-à-dire désormais c'est 6 ans, mais la 6G on l'appelait IMT 2020, et la 5G, pardon, et la 6G c'est 2030. Si vous regardez l'image que je vous ai montrée ici, on a une technologie tous les 10 ans. Okay, ça c'est grosso modo l'idée. Donc il faut pas mal de temps pour développer une technologie et pour faire en sorte que cette technologie soit disponible dans votre téléphone mobile. Grosso modo, il nous faut une dizaine d'années de la conception jusqu'à le jour où vous trouvez cette technologie dans votre téléphone mobile. Pour la 6G, ce qui nous intéresse est les communications en fait immersives, si vous voulez, et il y a aussi l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir une technologie où l'IA jouera un rôle assez important, et aussi une technologie qui vous permettra pas seulement de communiquer, mais aussi de localiser, par exemple, des objets. Okay? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et aussi les aspects sécurité, et aussi les aspects de connexion partout dans le monde. Ici, en Finlande ou en Europe en général, la connectivité est assez bonne, mais si vous allez dans d'autres pays, en Afrique, etc., la connectivité n'est pas du tout du même type. Et donc la 6G a aussi l'objectif de faire en sorte en fait que chaque personne sur toute la planète soit bien connectée. Okay? Et c'est un point assez important. Il faut faire en sorte que les nouvelles technologies consomment le moins possible et les impacts environnementaux de la technologie soient minimisés le plus possible. Ça, c'est un nouvel objectif qui n'était pas présent dans toutes les autres générations en fait, que nous avons vues. Donc la 6G
a réellement comme objectif de développer des technologies qui soient efficaces du point de vue énergétique, par exemple, qui consomment les moins possible. Et du point de vue de performance, on souhaite faire des choses réellement, comment dire, améliorer le débit, donc transmettre beaucoup de données, réduire la latence. Donc on souhaite faire grosso modo tout, vous permettre en fait de localiser des personnes avec des erreurs en fait d'un centimètre, qui c'est pas du tout trivial si vous êtes par exemple dans une salle de ce type, parce que normalement la localisation vous la faites grâce au GPS, mais si vous êtes dans une salle comme cette salle ici, c'est assez difficile d'avoir les signaux GPS, et donc il faut utiliser la technologie 6G. Donc c'est une nouvelle technologie qui a l'objectif en fait d'améliorer tout ce qu'on a aujourd'hui et de le faire de manière durable, plus sécurisée, avec des consommations de puissance les moins possibles. Okay? Mais quand en fait vous allez avoir la 6G dans votre poche, si vous voulez, okay, dans votre téléphone portable, alors ça ne va pas être demain ou le lendemain en fait. Vous pouvez voir ici que nous sommes 2024-2025. C'est vers fin 2025 où on va réellement s'occuper de donner des requirements sur cette technologie. Donc il faudra attendre fin 2025 afin que les entreprises discutent, se mettent d'accord, et après on va créer les premiers groupes qui vont en fait détailler tout ce qui est les aspects plus scientifiques, plus techniques, etc. Mais comme en fait je viens de vous dire, 2025-2030, ça fait 5 ans, mais effectivement on travaille sur cette technologie depuis 2020. Parce qu'en fait on travaille déjà là-dessus, mais avant que les entreprises se mettent d'accord, on comprend très bien quelles sont les technologies sur lesquelles il faut faire des investissements, quelles sont les technologies sur lesquelles il ne faut pas faire d'investissements, parce qu'en fait, on comprend après 5 ans qu'il n'y a rien à gagner ou qu'ils ne vont pas satisfaire tous les requis dont je vous ai parlé. Il nous a fallu en fait 5 ans, juste pour arriver à ce point ici. Okay? Je vous parlerai aussi d'un groupe d'entreprises qu'on a créé en fait pour travailler sur la technologie dont je m'occupe, et on a commencé à travailler depuis 2021. C'est juste des discussions pour comprendre ce qu'on devait faire, ce qui était prioritaire et ce qui n'était pas prioritaire. Donc ça prend réellement du temps. Okay? Donc si tout se passe bien, peut-être 2030, vous allez peut-être voir la 6G. Okay? On espère quand même. Ok, donc ça c'est la 6G en général. Ok, donc moi je voudrais faire un focus un petit peu sur ce que j'ai fait, toujours de manière assez générale. Donc l'idée est de vous donner comment dire, vous faire comprendre pourquoi on travaille sur certaines technologies et pourquoi ces technologies, a priori, changent de manière assez importante la manière de concevoir un système de communication, de manière relativement simple, sans aller trop dans les détails, mais quand même je vais vous montrer une technologie et essayer en fait de comprendre cette technologie. Alors cette technologie s'appelle surface reconfigurable intelligente, et vous pouvez penser à ça comme des miroirs intelligents, okay? Que vous allez déployer dans une salle, comme par exemple dans cette salle ici. Et ces miroirs intelligents vous permettent de contrôler les ondes électromagnétiques, les ondes que vous utilisez, les ondes radio que vous utilisez pour communiquer, pour améliorer la qualité en fait, de la communication, mais aussi pour consommer moins de puissance, moins d'énergie, et aussi pour avoir moins d'ondes dans l'environnement. Parce qu'une chose qu'on écoute toujours, c'est « ok, on a beaucoup d'ondes, on n'aime pas ça ». Personne ne souhaite avoir une station, un système de transmission radio qui est très proche de sa maison ou de chez lui en général. Ça, personne n'aime ça. Donc, un objectif aussi de cette technologie est réduire les ondes électromagnétiques le plus possible et les utiliser de la meilleure manière possible.
Ok, ça, c'est aussi un objectif. Alors, c'est une technologie assez récente et avec beaucoup de collègues, on a proposé en 2018-2019. Okay? Et après là, on a commencé à travailler et pas mal de collègues ont commencé aussi à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, il y a des groupes en fait, de travail, des entreprises qui sont en train de développer cette technologie. Okay? Donc, c'est juste, en fait, comme je vous disais, 2018-2019, donc ça fait à peu près 2020, c'est-à-dire quand la 6G, on a commencé à parler de 6G. À l'époque, c'était 5G++, okay? Disons comme ça. Okay? Alors, qu'est-ce que c'est cette technologie? Comme je vous ai dit, c'est un panneau, c'est un mur, c'est un panneau que vous allez déployer sur un mur, par exemple. Et du point de vue, je vais vous montrer aussi d'autres images, mais vous pouvez en fait réfléchir, penser à ça. Vous avez une surface, ok? Et par exemple, comme la surface que vous avez là, comme cette peinture-là. Et vous avez, mais sur cette surface, vous avez quoi? Des petites antennes, petites antennes, ok? Si vous, je ne sais pas si, moi j'avais, les premiers téléphones que j'ai eus, il y avait l'antenne, qu'on pouvait la voir, ok, dans le téléphone. Aujourd'hui, l'antenne est dans, en fait, les téléphones mobiles, donc vous ne la pouvez pas voir. Mais il y a des antennes là-dedans. Ce sont des petites antennes, et ça sont juste des circuits électroniques. Ce que vous faites, vous avez ces devices ici, et cela vous permet de faire une chose, de contrôler en fait la réponse de chacune de ces antennes aux ondes électromagnétiques. Et si vous êtes capable de contrôler la réponse de chacune de ces antennes, vous pouvez modifier la propagation des ondes. Okay? Pour l'instant, je vous le dis comme ça, mais avez en tête cette image et je simplifierai beaucoup les prochaines images. Okay? Alors, juste pour vous dire que ça, c'était la technologie. Je vais vous dire quelque chose de plus dans les prochains slides. Mais un autre point, c'est qu'on a en France créé un projet flagship national, comme le projet 6G flagship à Oulu, qui s'occupe en fait de plusieurs technologies, parmi lesquelles les RIS. C'est un projet où tous les chercheurs français qui travaillent dans les télécoms sont en fait impliqués. Il a démarré en 2023, ouais, donc c'est mai 2023, et on travaillera pour 5 ans et demi dans le cadre de ce projet. Et vous pouvez voir, donc, vous avez 500 en fait, chercheurs permanents, sans compter les doctorants et les postdoctorants, et vous voyez ici qu'il y a 34 laboratoires, etc. Okay? Et parmi les technologies possibles, la technologie dont je vous parlerai aujourd'hui, je pense là, est parmi les technologies qui ont été considérées. Okay? Alors, avant de vous donner des exemples assez concrets, ça c'était le RIS en 2023. En 2024, c'est-à-dire cette année, on a eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le World Economic Forum a choisi cette technologie comme parmi les 10 technologies les plus importantes. Okay? Il y en a d'autres, mais c'est une technologie en fait qu'ils ont choisie et ils ont en fait demandé à moi et à d'autres collègues d'écrire en fait un tout petit document pour décrire en fait cette technologie. Donc c'est quelque chose sur lequel on a fait un investissement. Okay? Alors, mais je vais vous donner un exemple assez clair pour vous faire comprendre pourquoi cette technologie nous permet d'améliorer les communications radio, consommer moins de puissance, sécuriser les communications et utiliser les ondes de manière plus intelligente et réduire les ondes que vous avez dans des salles. Okay? Alors, ça c'est Central South Lake, c'est un couloir de Central South Lake. Et normalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez plusieurs en fait, utilisateurs qui souhaitent communiquer, par exemple se connecter à Internet. Okay? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous connecter à Internet? Vous avez besoin d'un point d'accès qui est un système en fait, qui émet des ondes électromagnétiques. Je ne sais pas s'il y a ici pour les Wi-Fi, mais c'est exactement le device qui vous permet de vous connecter au Wi-Fi. Okay?
Donc, vous avez plusieurs utilisateurs qui souhaitent se connecter à Internet grâce en fait, à cette boîte qui vous permet de connecter au Wi-Fi. Et apparemment, c'est un problème relativement simple, apparemment, parce que en fait, si vous avez que cette boîte ici doit envoyer quelque chose, une image par exemple, à chaque utilisateur qui est ici, cette boîte voit, si vous voulez, chaque utilisateur, et vous pouvez envoyer une image, une image, une image, avec une très bonne qualité. Donc, a priori, c'est un problème simple, en principe. Mais ce n'est pas réellement ça. C'est réellement plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que cette station de base, ce système d'émission va émettre des ondes, qu'est-ce qu'il arrive? Que vous avez les trajets directs, okay? Mais vous avez aussi beaucoup de réflexions partout dans la salle. En fait, de temps en temps, il arrive que vous parlez au téléphone et vous dites « Oh, moi je ne t'entends pas » et vous vous déplacez de quelques centimètres, d'un mètre, et vous recevez un signal, un meilleur signal. Ça arrive tout le temps. Okay? Ça arrive tout le temps. Même quand vous marchez, vous êtes en voiture, vous êtes dans un train, il y a des places où vous n'arrivez pas à communiquer. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, les signaux sont émis, interagissent avec tout l'environnement, et ce que vous recevez, c'est la somme de tous ces signaux. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que dire, OK, moi je suis ici, il est là, on se voit, et le signal arrive directement là. Non, il est réfléchi partout. Ça, c'est le gros problème. Et donc, si on va... Et donc, c'est là que ce qui vous donne en fait, un niveau de signal assez réduit. Okay? Le niveau de puissance n'est pas ce qu'il vous faut pour bien communiquer. Okay? Alors, il faut améliorer comment résoudre ces problèmes. Alors, tout d'abord, pourquoi on a ces problèmes? On a ces problèmes parce que vous pouvez avoir plusieurs en fait, trajets et chaque trajet arrive avec un délai différent. C'est comme si vous avez, imaginez que vous avez par exemple deux groupes de personnes qui sont dans la salle, chaque groupe commence à parler et il y a de l'interférence entre les deux. S'il y a un groupe qui parle à voix haute, vous n'allez pas entendre ce que les autres sont en train de dire. Okay? C'est exactement le même principe. Donc vous avez plusieurs en fait, trajets qui arrivent avec des délais différents et la somme de tous ces trajets, c'est un signal avec un niveau de puissance qui est assez faible parce qu'ils sont des délais différents. Okay? Alors, il y a aussi un autre problème. Quel est l'autre problème? L'autre problème est que vous pouvez avoir un signal, vous avez quelqu'un qui est derrière un mur et le signal qui se propage, il est très fortement atténué. Ça arrive tout le temps. Vous êtes chez vous, quelqu'un vous appelle, vous êtes très loin en fait de ce point d'accès qui est peut-être je ne sais pas où, et vous devez vous déplacer afin en fait, de pouvoir communiquer avec la personne. Ça arrive tout le temps avec moi, avec mes parents, chaque soir en fait, que je les appelle. Donc ça c'est une chose. Donc, étant donné que l'environnement est assez complexe, il y a les murs, il y a les fenêtres, etc., qui vous donnent des atténuations et qui ne vous permettent pas de communiquer. Alors, comment vous pouvez avoir toujours un très bon niveau de signal? Comment vous pouvez faire ça? Alors, on a eu des générations différentes. Chaque génération a trouvé une solution différente. Hein? Alors, troisième génération, qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Ok, on s'est dit, on va avoir des systèmes de réception assez complexes. Ok? C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire est avoir ces systèmes-là, non. Vous pouvez avoir plusieurs signaux et vous allez avoir ces trois signaux et faire en sorte que le système de réception soit capable, même si le signal de reçu est assez faible, de pouvoir communiquer. Ça, c'est une solution possible, mais quel est le problème de cette solution? Est que vous avez un terminal assez complexe qui consomme beaucoup d'énergie et que vous ne pouvez pas utiliser
par exemple, qui est aussi assez grande, qui est hyper grand, et donc ce n'est pas assez portable. En fait, si vous vous souvenez, les premiers téléphones mobiles, c'était des choses comme ça, ce n'était pas des petits trucs comme ça. Okay? Ça, c'est un premier point. Quatrième génération, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, si le problème est qu'il y a deux murs, je vais mettre des systèmes d'émission partout, ça arrive, plutôt qu'avoir une boîte Wi-Fi, vous avez 3 boîtes Wi-Fi, vous mettez une boîte dans chaque salle, a priori, et ça devait fonctionner. Oui, très bien, ça fonctionne, mais ça vous coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut déployer toutes ces boîtes. Ça vous consomme beaucoup d'énergie parce que chaque boîte est connectée à la prise électrique. Et dans chaque salle, vous générez d'ondes électromagnétiques plutôt qu'avoir juste des ondes électromagnétiques générées par des points d'accès. Donc, ça pose des problèmes aussi dans le fait que vous êtes dans une salle et vous avez un nombre d'ondes électromagnétiques qui est énorme. Et vous n'aimez pas ça, personne n'aime ça. Okay? Donc, ça c'est une possibilité, mais ça pose des problèmes. Et on a la 5e génération qui a dit, ok, on fait une chose différente, on va déployer, plutôt qu'avoir un téléphone mobile avec une seule antenne, si vous vous souvenez des premiers téléphones mobiles, on a des téléphones mobiles avec plusieurs antennes dans chaque mobile. Vous ne voyez pas les antennes aujourd'hui, mais ils sont dedans, les téléphones mobiles. Vous avez plusieurs antennes à la réception, plusieurs antennes à l'émission. En fait, vous pouvez voir ces boîtes Wi-Fi où désormais ils ont plusieurs antennes. Dans ce cas, vous pouvez réellement les voir. Même si vous allez au magasin et vous allez l'acheter, vous pouvez réellement les voir. Mais encore une fois, plusieurs antennes ici, plusieurs antennes là, complexité. Les téléphones mobiles, ça vous coûte 4 fois ce que ça coûtait avant. Et ça consomme beaucoup de puissance. Encore une fois, ça génère beaucoup d'ondes. Donc, ce n'est pas une solution jouable. Alors, on arrive à la 6e génération, ou ce qui pourrait être la 6e génération, et on se dit, plutôt que rendre les systèmes de réception plus complexes, rendre les systèmes de transmission plus complexes, ou déployer plus de systèmes d'émission et de réception, on laisse tout ce qu'on a comme il est aujourd'hui et on essaye de modifier, d'adapter l'environnement. Et on parle de mur intelligent. Qu'est-ce que c'est un mur intelligent? C'est un mur où vous allez déployer, par exemple, sur ce mur, imaginez un poster que vous mettez sur ce mur, et ce poster, c'est ce qu'on appelle métamatériaux, je vais vous dire. Mais ces posters vous permettent de faire quoi? De modifier la propagation des ondes électromagnétiques dans l'environnement. Je vais vous montrer des figures. Okay? C'est ça l'idée. Donc, ça reste comme il était. Ça reste comme il était. Et vous allez optimiser la propagation des ondes grâce à ces matériaux. Un métamatériau, qu'est-ce que c'est? C'est un métamatériau, comme ceci, mais c'est un métamatériau qui n'existe pas. Il faut le créer et il faut l'optimiser. C'est ça la raison pour laquelle on l'appelle méta. Okay? Alors, si on est dans un scénario ici, okay, vous avez système d'émission, système de réception, le même scénario qu'avant, mais cette fois, ces métamatériaux peuvent changer les délais ou la phase en fait, de chaque onde, de manière que toutes les ondes arrivent en même temps à la réception. Dans ce cas, vous pouvez détecter ces signaux de manière assez simple et vous avez un niveau de signal assez élevé. Donc, c'est-à-dire que grâce au contrôle en fait, de la propagation des ondes, vous pouvez obtenir ces résultats de manière assez simple. Vous n'avez pas augmenté les ondes électromagnétiques, vous n'avez pas rajouté en fait, des antennes ici ou des antennes là, vous avez optimisé la propagation des ondes pour optimiser les performances sans augmenter la puissance transmise.
Et ça, si on arrive à le faire, ça c'est gagnant-gagnant parce qu'on arrive à transmettre à un débit très élevé, mais on arrive à réduire aussi la puissance. Une autre application est, comme je vous disais, si vous êtes derrière un mur et vous n'arrivez pas à communiquer avec la station de base parce que vous êtes derrière les murs, si vous avez une surface de ce type, vous pouvez modifier la propagation de l'onde de manière que vous pouvez arriver à la destination que vous voulez. Okay? Donc ça c'est grosso modo l'idée. Donc déployer des métamatériaux ou des matériaux, si vous voulez, qu'on va créer, de manière que vous pouvez contrôler les ondes comme vous voulez. Et ça vous permet de résoudre tous les problèmes a priori. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un scénario de ce type, donc pour des systèmes, pas seulement en fait dans une salle ou dans un réseau Wi-Fi. Okay, je vais vous montrer aussi des images. Et il y a des entreprises, par exemple ça c'est Docomo au Japon, qui pensent aussi de construire des vitres, des fenêtres avec ces métamatériaux. Donc par exemple, vous pouvez prendre les signaux depuis l'extérieur, optimiser la propagation le moment où les signaux arrivent vers en fait, un bâtiment. Et ça permet en fait d'améliorer beaucoup les performances et réduire l'impact des ondes électromagnétiques. Okay? Sans aller trop dans les détails, en fait, il y a des entreprises qui en fait, sont en train de développer de nouveaux fenêtres avec des métamatériaux de ce type qui vous permettent de modifier les ondes, de contrôler les ondes de cette manière. Okay? Donc, juste le message que je voulais vous dire est que chaque génération a trouvé une solution pour résoudre les problèmes, mais chaque génération a proposé une solution qui rendait les devices, les systèmes de réception ou de transmission plus compliqués, plus complexes, et où il fallait émettre beaucoup plus de puissance. Par contre, on commence à réfléchir à d'autres solutions qui nous permettent d'obtenir les mêmes choses, mais en réduisant en fait la puissance qu'on va émettre. Okay? Ça, c'est l'idée de cette technologie. Et donc, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais peut-être à l'école, mais je ne sais pas, je pense que vous avez en fait entendu parler de ce qui est la loi de Snell, ça on la connaît je pense, mais toutes les fois qu'il y a en fait une onde qui arrive sur une surface, cette onde réfléchit de manière telle que les deux angles sont exactement les mêmes. Avec cette technologie, vous faites en sorte que cet angle ici peut être très différent par rapport à ça. Ça, c'est la raison pour laquelle on parle de métamatériaux et pas de matériaux. C'est-à-dire, un mur typique, chaque fois qu'une onde frappe sur le mur, réfléchit l'onde de cette manière. Si vous mettez les métamatériaux sur le mur, vous êtes capable de changer cet angle de manière différente. Et ça, c'est le principe derrière cette technologie, de manière assez simple. OK? Ok, bon, et quels sont en fait les avantages? Alors, les avantages sont que dans toutes les générations précédentes, pour vous dire quel est l'impact pour nous en fait, c'est qu'on utilisait des systèmes d'amplification de puissance. Donc, on allait augmenter beaucoup la puissance consommée. On faisait beaucoup de traitement de signal digital et on avait des systèmes assez complexes. Okay? Ici, on ne fait pas tout ça. On essaye de faire des choses assez simples, simplifier le plus possible et réduire le plus possible tous les traitements qu'on va faire sur les signaux. Donc c'est une technologie assez simple, assez souple de ce point de vue, et c'est une technologie où il n'y a presque rien. Vous recevez des ondes et vous allez réfléchir en fait des ondes. Okay? Donc c'est réellement ça les messages. Si vous avez des inquiétudes sur les systèmes de génération, sur les télécoms, sur les ondes électromagnétiques,
disons que cette technologie est en train de résoudre ces problèmes et de faire en sorte qu'on utilise les ondes électromagnétiques le moins possible et de la manière la plus efficace possible. Ok, c'est un peu ça le message que je voulais vous donner. Ok? Et donc, pour aller de manière un petit peu plus générale, je voulais vous dire que tout d'abord, ce n'est pas juste quelque chose qu'on étudie dans des universités. Donc, comme je vous disais, depuis 2021, on a créé un groupe où il y a plusieurs entreprises auprès de l'ETSI et on est en train en fait de comprendre comment utiliser cette technologie dans la CIG. C'est ça en fait l'idée. Et bon, ça c'est pas trop important, mais je voulais vous montrer quelques résultats. Ça c'est une thèse que j'ai fait avec Orange. En fait, c'est un doctorant à moi qui a fait cette thèse. Et il a créé une surface de ce type, assez petite. Okay? C'est vraiment lui qui a fait ça. Et ensuite, Orange a créé une super surface. Et je vais vous montrer une vidéo où c'est Orange qui vous explique qu'est-ce que c'est cette technologie et comment on peut utiliser en fait cette technologie. Si j'arrive à trouver la vidéo, si ça fonctionne. D'accord. Une RIS, acronyme du mot anglais Reconfigurable Intelligent Surface, c'est simplement un miroir qui réfléchit les ondes dans une direction que l'on peut contrôler électroniquement, comme ici. Pourquoi une RIS peut être intéressante? Lorsqu'on rencontre un problème de couverture en indoor, c'est parfois parce que les signaux issus du smartphone peuvent arriver très atténués à l'antenne relais, après avoir subi de nombreuses réflexions sur les murs avant de s'échapper par les fenêtres. De même, les signaux issus de l'antenne relais peuvent arriver très atténués au niveau du smartphone. En rajoutant une RIS dans cette pièce, on pourrait rediriger une plus grande partie des ondes dans la bonne direction. Cela permet de booster le débit dans les zones déjà couvertes et d'augmenter la zone de couverture, et donc d'améliorer la performance globale du réseau en indoor. L'idée est intéressante, mais les prototypes sont rares dans le monde. Avec déjà 2 prototypes en partie développés dans le cadre du projet européen RISE-CIG, Orange est le premier opérateur européen à expérimenter cette technologie. Après un premier prototype développé en 2021 avec l'Institut Langevin, Centrale Supélec et le CNRS pour valider le concept, Orange présente aujourd'hui son dernier prototype développé dans ses laboratoires de Sophia Antipolis avec la société Mardel. Il est composé de 984 cellules que l'on peut piloter indépendamment et de manière très fine pour contrôler la réflexion de l'onde à sa surface. Il a bénéficié d'un savoir-faire de 10 ans dans la conception d'antennes spatiales. Et si on le mettait en action? Dans cette expérience, mise au point avec le laboratoire commun Crément, nous vous présentons les signaux reçus pour différentes positions du smartphone, la bleue, la rouge, la verte. Voici les signaux reçus aux différentes positions bleu, rouge et verte. Plus le cercle est grand, plus le signal reçu au niveau du smartphone est fort. Lorsque la RIS vise la position verte, on voit que le signal vert est boosté. Lorsque la RIS vise la position bleue, et comme la position rouge est proche de la position bleue, on voit que les 2 signaux sont boostés en même temps. Grâce à une réflexion contrôlée des ondes, on peut donc booster un signal dans une direction désirée, sans générer d'ondes supplémentaires. Et qui dit pas d'ondes additionnelles, dit pas de dépenses d'énergie associées. La RIS est donc une technologie prometteuse pour une 6G durable. Ok, donc ça c'est grosso modo un résumé de tout ce que j'ai essayé en fait de vous dire. Il a été une collaboration assez intéressante en fait avec Orange. Et je vais juste vous donner quelques éléments de plus. Je pense que je vais m'arrêter en tout cas, oui, dans 2-3 minutes. Mais là, on a aussi d'autres collaborations avec d'autres entreprises, okay, beaucoup d'entreprises. Certaines de ces entreprises sont des entreprises chinoises. Et ça, c'est avec Huawei en Suède. On a travaillé pour 2 ans à mieux comprendre en fait comment cette technologie pourrait nous aider. Et c'est grâce à Huawei qu'on a fait en fait une étude pour comprendre ce que ces RIS pourraient nous donner, les avantages qu'ils pourraient nous donner si vous allez les déployer dans un vrai réseau 5G. Donc la vraie question était, on a ces surfaces
qui contrôle la propagation des ondes, on va les mettre dans un vrai réseau 5G. Qu'est-ce qu'on gagne dans les vrais? Okay. Alors, sans aller trop dans les détails, on a fait en fait des études et on a montré ça. Si aujourd'hui, on a ce niveau de signal reçu, qui est trop faible pour nous permettre de communiquer, si vous déployez un nombre suffisant de surfaces, ça dépend en fait de la taille de la ville, etc., que vous considérez, vous pouvez obtenir ces performances ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez booster réellement le niveau de signal de manière que vous pouvez réellement très bien communiquer. Et ça, c'est un niveau d'un réseau, d'un vrai réseau 5G que Huawei a déjà déployé en Chine. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas juste une antenne, ce n'est pas juste une petite surface, mais c'est vraiment la surface que vous allez déployer dans un vrai réseau. Et ça, c'est une première étude qui nous a montré que ça pourrait bien fonctionner. Par exemple, ça, c'est la ville où ils ont fait l'étude. Et vous pouvez voir ici qu'il y a des zones où le niveau de signal reçu est très faible. En fait, c'est noir, c'est-à-dire très faible. Si vous déployez des surfaces, vous avez... Ok, ça c'était le niveau faible. Si vous avez déployé des surfaces, vous pouvez voir que vous avez un signal beaucoup plus élevé. Ce qui vous donne une couverture meilleure et un niveau de signal plus élevé. Okay. Ça, c'est une étude. Une autre étude qu'on a fait récemment, c'est grâce à China Mobile, toujours en Chine, et ils ont fait une étude pour ce qu'on est en train de faire pour la normalisation. Donc, ils ont fait une étude afin que cette technologie soit acceptée dans des normes, en fait, dans des vraies normes. Donc, ils ont utilisé des vrais paramètres que les entreprises normalement utilisent pour valider les technologies. Okay, c'est-à-dire, afin de montrer qu'une technologie nous donne réellement des avantages, il faut utiliser certains paramètres, certaines conditions afin que l'étude soit réaliste et ensuite voir si on a des avantages ou non. Et on a montré qu'on a en fait des avantages. Okay. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a des entreprises qui ont fait un investissement et qui sont en train de voir si dans les conditions réalistes, que je ne peux pas faire, okay, si la technologie fonctionne ou pas. Et le dernier mot peut-être c'est sur le fait que même l'Académie des sciences en France, ils ont écrit un rapport sur la 5G récemment. On avait demandé à l'Académie des sciences d'analyser la 5G et de nous dire quelles étaient les technologies les plus prometteuses pour la 5G, 5G++ et pour la 6G. Et dans cette étude, ils ont en fait montré qu'effectivement, en fait, les surfaces que je viens de vous dire sont une technologie qui est très bien appropriée pour améliorer en fait, les systèmes de prochaine génération, surtout en fait la 6G. Okay? Et c'est grâce à ces rapports écrits par l'Académie des sciences que en fait, ces surfaces ont trouvé leur place dans ces projets flagship en France. Okay? Donc, c'est l'Académie des sciences qui a fait une étude au préalable et ensuite, en fait, sa technologie a été considérée. Je termine juste pour vous dire que, ok, ça c'est un petit peu le passé, mais si peut-être vous avez entendu parler de réseaux de neurones, d'intelligence artificielle, le dernier mot c'est que cette technologie est une technologie qu'on est en train d'étudier pour développer de l'intelligence artificielle, des réseaux de neurones qui fonctionnent directement dans le domaine électromagnétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ça c'est une brique technologique que l'intelligence artificielle utilise, c'est-à-dire que vous avez votre image qui arrive et vous voulez comprendre quel type d'image vous avez. C'est ça ce que vous voulez faire. Okay? Et actuellement, pour faire ça, vous avez un certain nombre de choses que vous faites et vous les faites toutes dans le domaine digital, numérique. Et ça prend
c'est assez compliqué, ça prend beaucoup d'énergie, et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'IA, l'intelligence artificielle, est considérée comme une technologie qui n'est pas, qui n'est pas la plus appropriée, si vous voulez, pour des applications durables ou de ce type. Par contre, si vous faites tout cela dans les ondes électromagnétiques, dans les domaines électromagnétiques, sans faire du numérique, cela simplifie beaucoup les choses et cela vous permet de gagner beaucoup en ce qui concerne l'efficacité énergétique, la réduction de la complexité, de la puissance consommée, etc., etc. Et donc, les métamatériaux sont une technologie qu'on est en train d'étudier actuellement pour faire des choses comme ça. Okay? Donc, pour faire en sorte que tout soit fait dans les domaines analogiques sans faire du traitement du signal numérique. Ça, c'est une des pistes sur lesquelles on travaille. Et on a aussi fait des petits prototypes pour valider en fait l'idée. Ça, c'est juste pour vous dire que la raison pour laquelle moi je suis en Finlande, c'est pour travailler sur cet aspect ici. Okay? Je ne voulais pas aller trop dans les détails, mais c'était juste pour vous dire que je vous ai dit ce que j'ai fait dans le passé, okay? Mais je suis en Finlande à 6G Flagship pour essayer en fait de travailler sur cette technologie et pour voir si on arrive à faire quelque chose d'utile en utilisant en fait cette technologie. Et ici, ils ont en fait les plateformes, ils ont une équipe extraordinaire en fait qui travaille sur ça. Et ça, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère quand même de vous avoir donné une idée générale de la sujet et surtout des enjeux, c'est-à-dire qu'on essaye de... Si vous vous posez des questions sur les ondes électromagnétiques et sur les enjeux des ondes électromagnétiques sur nous, okay, on est en train de travailler là-dessus, okay, avec de nouvelles technologies qui, en théorie, devraient réduire la génération des ondes électromagnétiques et les utiliser de manière plus efficace. Okay? Et donc, une technologie est cette technologie de surface reconfigurable grâce aux métamatériaux. Okay? Donc, je vous remercie encore une fois de l'invitation et si vous avez des questions, je serai bien content de répondre. Merci.